13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une fois n'est pas coutume, Franck Ferrand n'est pas à mes côtés aujourd'hui au studio Coluche d'Europe 1 puisqu'il vous propose une émission spéciale en direct et en public depuis Poitiers, sa ville natale. Bonjour cher Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. C'est un rêve éveillé que je suis en train de vivre aujourd'hui puisque nous sommes ici dans ma ville à Poitiers avec les Pictaviens qui sont venus en nombre assister à l'émission pour parler de l'histoire si riche de cette cité acropole juchée sur son promontoire entre le Clin et la Boivre. Or, nous sommes dans le plus beau décor que Poitiers puisse offrir, dans la grande salle du Palais des Comtes, édifiée pour le duc de Berry, vous savez, le fastueux duc de Berry, l'oncle du roi fou Charles VI, celui des très riches heures. Aujourd'hui, cette salle est devenue la salle des pas perdus du palais de justice. Imaginez, Julia, imaginez une immense nef de 50 mètres de long sur 17 mètres de large sous une superbe charpente, je le disais à l'instant, d'une quinzaine de mètres d'élévation. C'est la plus vaste salle médiévale civile de France. Et sur le grand mur du fond devant lequel nous nous trouvons, nous sommes installés sur une haute tribune de pierre où on accède par 8 marches. Vous avez 3 cheminées monumentales, gigantesques, entièrement sculptées de haut relief et dont les conduits apparaissent à travers le plus lumineux ensemble de grandes verrières flamboyantes, un pur chef-d'œuvre qui pour moi reste chargé notamment du souvenir de ce fameux procès des médecins de Poitiers. C'était en 1988. Nous en parlions avec Maître Leclerc il y a 15 jours et j'assistais à presque, on peut dire quasiment toutes les audiences de ce procès en compagnie de mon frère qui est là au 3e rang dans la salle et que je salue fraternellement. Évidemment, si j'ai voué ma vie à l'histoire, c'est en grande partie à mon enfance et à ma jeunesse poitevine que je le dois. La première histoire que j'ai commencé à raconter aux amis et aux parents qui nous rendaient visite à Poitiers, c'est la légende de Notre-Dame des Clés. Alors, ça va me faire rajeunir un peu, si vous voulez, je vais vous la raconter, cette légende. On est en 1202 et les Anglais assiègent la ville. Alors, je vous dis tout de suite, en 1202, les Anglais n'assiégeaient pas la ville, mais c'est la légende. Or, il y a un traître dans cette ville, un clerc du maire qui, en échange de quelques espèces sonnantes et trébuchantes, a prévu de s'introduire de nuit dans les appartements du maire afin de subtiliser les clés de la ville. Les clés qui ferment la grande porte de ville, ce qu'on appelait la porte de la Tranchée, qui se trouvait, pour ceux qui connaissent Poitiers, tout à fait dans le bas de l'actuelle rue de la Tranchée. Surprise, au moment où le malfrat s'approche du chevet du maire, il réalise que les clés ont disparu, donc il ne peut pas les voler pour aller les remettre aux Anglais. Il s'éclipse, notre voleur. Et le lendemain matin, très naturellement, on peut imaginer qu'il avait le sommeil léger, puisqu'on était en plein siège, en pleine guerre, le maire se réveille et il constate lui aussi que ses clés ont disparu. Alors il assemble tous ses échevins et puis il assemble la ville et tout le monde en procession se rend à Notre-Dame la Grande qui est l'église la plus prestigieuse du plateau de Poitiers et là on va procéder à toutes les dévotions nécessaires pour essayer d'implorer le Seigneur d'épargner la ville. Sauf qu'au moment où on entre dans Notre-Dame, on se rend compte que la statue de la Vierge porte les fameuses clés. Intercession divine, non seulement Notre-Dame, mais Saint-Hilaire et Sainte-Radegonde sont intervenus, dit-on, pendant la nuit. Et mieux que ça, ils sont apparus aux Anglais dans les rangs desquels ils ont semé un grand trouble. Alors, tout ça est impossible. En effet, en 1202, Aliénor est encore en vie. Le récit que je viens de vous résumer se trouve en vérité dans les grandes annales d'Aquitaine. Et en vérité, c'est seulement après le siège de Poitiers par les protestants de l'amiral de Coligny qu'on s'est mis à développer et à rendre plus populaire cette légende. Mais avouez que l'histoire est belle. Il en reste quelques statues votives à l'église Saint-Hilaire-le-Grand et un vitrail du 19e siècle à Notre-Dame-la-Grande. D'ailleurs, les grands épisodes de l'histoire poitevine, on les retrouve dans le grand escalier, dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville. On va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, en cette heure du déjeuner, je n'ai à vous proposer que du farci poitevin, du chevreau à l'ail vert, c'est la saison, ça tombe bien, du fromage de chèvre, du tourteau fromager et des macarons. Et puisque nous sommes au palais de justice, j'appelle à la barre Clovis, Charles Martel, Aliénor d'Aquitaine, du Guesclin et le duc de Berry et Jeanne d'Arc. Bref, les têtes d'affique
riche d'une histoire avant tout médiévale. Ce qui ne va pas nous empêcher, je vous rassure, d'avoir une pensée pour Rabelais et Descartes, mais aussi pour Camille Guérin, pour Jules Berry, pour Michel Foucault, entre autres sommités poitevines. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, c'est une émission de clocher que je vous propose aujourd'hui. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec une émission spéciale en direct et en public depuis Poitiers, cher Franck. Public nombreux. Et voilà, vous l'entendez, le C'est public impressionnant. poitevin, chaleureux. Merci beaucoup d'être venu pour cette émission quand même très particulière. Et puis, pour commencer cette émission, j'aimerais faire un petit clin d'œil. Nous sommes bien sur Europe 1, je précise, mais le père Gourrier est avec nous. Bonjour mon père, merci. Bonjour. Merci de m'inviter. Vous avez l'habitude de vous exprimer sur une autre antenne, disons-le, mais vous êtes, ne l'oublions pas, vous exercez votre ministère ici, à Poitiers. Exactement, et dans une magnifique église. Vous avez parlé de Saint-Hilaire, de Notre-Dame, mais Saint-Porcher aussi est une belle église, avec dans l'église un tombeau d'un moine ermite, Porcher, qui au 7e siècle avait conquis les gens par son approche humain des personnes. Et je suis très heureux de célébrer dans un lieu historique. Ah oui, mais de toute façon, à Poitiers, ce serait un peu difficile de faire autrement. Il n'y a que ça, des lieux historiques. C'est ce qui est incroyable. Vous avez parlé donc de Saint-Porcher, qui est en plein dans le centre-ville, dans la rue piétonne, au cœur de la ville. J'ai cité tout à l'heure, effectivement, Notre-Dame-la-Grande, Saint-Hilaire-le-Grand. Faudrait parler de Sainte-Radegonde. C'est incroyable, ce patrimoine roman tout à fait unique, Bernard Cornu. Vous êtes maire adjoint de Poitiers et c'est vous qui êtes en charge de l'urbanisme et du secteur sauvegardé de la ville. Vous avez un nombre de trésors phénoménal à gérer dans cette ville. Il y a beaucoup de trésors, mais il y a surtout un ensemble qui est un trésor en lui-même. Poitiers est une ville évidemment où il y a beaucoup de monuments, de juxtapositions d'éléments historiques intéressants. Mais il y a surtout une histoire que l'on découvre chaque jour, des petites choses ici et là, une fenêtre, un portail, une statue. Et puis évidemment, on découvre Poitiers quand on s'y promène, mais aussi quand on creuse. Oui, alors là, évidemment, ça ne doit pas être toujours très facile. Ça, c'est le chargé de l'urbanisme qui parle. Évidemment, vous devez avoir très souvent des fouilles préventives dans tous les domaines et dans tous les coins, ce qui est normal puisqu'on est sur un secteur extrêmement riche. Et nous allons voir tout à l'heure à quel point sur différents niveaux de strates archéologiques. Ce qu'il faut dire, c'est que non seulement on découvre Poitiers en s'y promenant, mais qu'en ce moment, on redécouvre la ville. Parce que, alors dites donc, moi je viens régulièrement, donc j'ai vu tout ça se faire, mais quelqu'un qui ne serait pas venu depuis 5 ou 10 ans, il ne reconnaîtrait pas la ville. Elle a fait peau neuve, là, vraiment. Le centre-ville a fait peau neuve avec l'opération que nous appelons Cœur d'Aglo, qui a voulu non pas être une opération monumentale en elle-même, mais une sorte d'écrin pour la ville, une opération qui souligne le Poitiers qui existe, le Poitiers tel qu'il est. Poitiers et Cœur d'Aglo nous a donné l'occasion, puisqu'il a fallu creuser à certains endroits pour planter des arbres, pour faire des fondations, eh bien de découvrir des tas d'éléments du puzzle que constitue l'histoire de Poitiers à toutes ces époques, avec des anecdotes assez drôles ici ou là, mais avec des découvertes permanentes d'une ville qui s'est construite sur elle-même sans arrêt. Poitiers s'est construit, puis reconstruit par-dessus, puis encore par-dessus. Et donc on voit toutes les strates, toutes les couches de l'histoire de Poitiers. Alors, ce n'est pas le père Gourrier qui va me contredire, j'imagine. Nous sommes des poitevins de Paris, si je puis dire. Et alors, à chaque fois qu'on parle de Poitiers, moi ça m'arrive très souvent, on me dit « Ah oui, le Futuroscope ». Alors, je n'ai rien évidemment contre le Futuroscope, mais c'est un peu étrange qu'une ville à ce point ancrée dans un si riche passé, avec autant de trésors d'art et d'histoire, soit immédiatement et toujours assimilée à l'image du futurisme et du cinéma. L'histoire est connue aussi, puisque nous avons tous appris Charles Martel 732, oui, bien évidemment. Mais c'est vrai que le futuroscope est un des mots qui vient à l'esprit lorsqu'on parle de Poitiers, parce que le futuroscope attire 1 800 000 visiteurs chaque année, que c'est à 12 kilomètres d'ici, et que ça a contribué certainement à la renommée de Poitiers. Mais ce que nous aimerions, c'est que tous ces visiteurs du futuroscope, tous ceux qui viennent de loin pour visiter le futuroscope, n'hésitent pas à faire les 12 kilomètres qui restent pour venir profiter de cette ville que l'on découvre en la connaissant. C'est une ville qui se cache, c'est une ville pudique qu'il faut découvrir petit à petit. Oui, c'est vrai que les poitevins ne se livrent pas très facilement. Je me rappelle, lorsque je parlais avec des camarades qui, à l'époque où j'étais au lycée, qui venaient s'installer à Poitiers avec leurs parents, ils souffraient justement du relatif de la réserve poitevine. Mais une fois qu'on les connaît, les poitevins, ils sont d'une chaleur, ils nous l'ont prouvé avec leurs applaudissements. Vous êtes d'accord, père Gourrier ? Tout à fait. Quand je suis arrivé à Poitiers il y a 12 ans, on m'a dit une chose très juste. Poitiers n'attire pas, mais retient. Voilà.
Et je crois que c'est très très juste. Oui, c'est assez juste. Alors nous sommes ici dans cette extraordinaire salle qui a été bâtie pour le fameux duc de Berry. Alors on connaît le duc de Berry, c'était le frère de Charles V, donc l'oncle du roi fou, l'oncle de Charles VI, le grand-oncle du roi qui viendra s'installer ici, Charles VII. C'était un homme fastueux et pour cause puisqu'il avait littéralement accablé d'impôts toutes les provinces où il se trouvait. C'était un homme qui ne pensait qu'à l'or, aux richesses, aux collections. On lui doit quelques-uns des plus beaux chefs-d'œuvre de ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge, et on lui doit civilement, et pour ce qui est de l'architecture, cette sublime salle du palais des comtes de Poitiers. On imagine très bien le duc de Berry installé ici. On devait mettre une grande table là, puis alors il devait banqueter devant sa propre cour. C'était quasiment une cour royale. Il y avait des jongleurs, des troubadours. Tout ça devait être extraordinaire. Et puis avec ce très grand ensemble de cheminées juste derrière nous, on voit encore la tribune où s'installaient les musiciens. Ça devait être très joli avec les pipeaux et les fifres, sans doute. On peut dire que le duc de Berry fait partie de ceux qui ont marqué la ville. Bernard Cornu. Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne suis pas un historien. On verra plus tard. Ils sont là à ma droite. Les historiens, ils arrivent. Mais si vous voulez, l'urbaniste, finalement, chaque fois qu'il veut agir sur la ville, doit prendre en compte le passé de cette ville, son histoire, ses strates, comme je disais, et les projeter vers le futur. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu qui a une histoire riche, parce qu'on est dans cette salle, mais on est en même temps à peu de choses près au-dessus de l'enceinte romaine qui passait dessous, juste à côté. Et on est donc dans un lieu qui est chargé de cette histoire. Et lorsqu'on veut faire évoluer la ville, lorsqu'on veut la projeter dans l'avenir, eh bien, il faut à la fois respecter ce patrimoine, le connaître d'abord, le connaître mieux, et puis ensuite voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Alors, pour tous ceux qui nous feraient l'injure de ne pas savoir exactement où est Poitiers, c'est facile à situer exactement à mi-chemin entre Paris et Bordeaux, et c'est une ville qui fait environ 85 à 90 000 habitants pour ce qui est de la ville elle-même, et puis l'agglomération va jusqu'à 145 000 habitants, et bien sûr, Poitiers est la capitale de la région Poitou-Charentes. Franck Ferrand sur Europe 1. Avec une émission spéciale d'Au cœur de l'histoire aujourd'hui sur Europe 1 en direct, en public depuis Poitiers, cher Franck. Et oui, Julia, et c'est Cédric qui nous dit qu'il fait un coucou à ses parents qui se trouvent dans le public et qui sont en train de chercher du regard la belle Julia bloquée à Paris. Mais qu'est-ce qui vous a pris, Julia, franchement? On vous attend. Avec plaisir. C'est très près de Paris, c'est un peu plus d'1 heure et demie avec le TGV. Organisons ça, Franck. Alors je suis heureux d'accueillir Cécile Tréfort, qui dirige le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. On peut dire que c'est une institution extrêmement prestigieuse dans le monde de l'histoire et qui se tient ici à l'Université de Poitiers. Et Jean-Marie Augustin, professeur émérite à l'Université de Poitiers et auteur d'un certain nombre d'ouvrages que nous allons feuilleter pendant le cours de cette émission. Ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire, la grande histoire de Poitiers comme capitale, c'est d'abord une histoire médiévale, Cécile Tréfort. Oui, c'est une histoire médiévale puisque à plusieurs reprises dans l'histoire de la France, des grands événements se sont passés à Poitiers ou aux alentours immédiats, en commençant par les grandes batailles que tout Français et même au-delà connaissent. Évidemment. La bataille déjà celle de Clovis, on est en 506. 507, oui. 507, voilà. Pardon. Il y a mon institutrice là dans le public et qui va me tirer les oreilles tout à l'heure. Et puis alors là où je peux me permettre d'être plus flottant, c'est sur la célèbre bataille avec Charles Martel, parce que celle-là on ne sait vraiment pas si elle a eu lieu en 732 ou 733. Donc on garde quand même 732 traditionnellement. On admet voilà, 732. Tout à fait. Et donc les deux fois, ce sont des pouvoirs francs du nord de la France qui vont venir combattre. Alors pour 507 aux alentours de Vouillers vraisemblablement, c'est contre l'armée des Visigoths qui tiennent à ce moment-là l'Espagne. C'est Alaric, tout à fait, qui tiennent l'Espagne et toute l'Aquitaine, qui avait été installée officiellement par l'Empire, et l'Empire finissant, les Francs essayent de mettre la main sur cette opulente Aquitaine du sud de la Loire, et donc on a le récit de la bataille par Grégoire de Tours qui raconte en particulier le fameux phare de feu au-dessus de l'église Saint-Hilaire, et donc Clovis gagne la bataille et ça ouvre la voie. C'est comme si Saint-Hilaire aurait en quelque sorte donné la victoire. C'est oui, ça l'idée? Tout à fait. Alors il faut se replacer évidemment dans le texte qui met aussi Saint-Hilaire qui vivait 150 ans plus tôt, environ. Oui, mais un saint après, et notamment au Moyen-Âge, vit au-delà de ça. Oui. Et donc effectivement, on a d'autres légendes qui se rapportent à cet épisode
épisode, le passage à gué montré par une biche. Et donc, autour de cet épisode, on a toute une série de légendes qui se créent après. Mais parce qu'on est là aux origines même de la catholicité française, hein. C'est-à-dire qu'en fait, que Clovis va l'emporter sur des personnes qui croient au culte à rien, en vérité. Tout à fait. Alors, c'est ce qui est mis en valeur en particulier dans les sources. Ensuite, on peut rajouter évidemment des choses qu'on appellerait plutôt géopolitiques actuellement. Mais les Visigoths étaient donc chrétiens, mais d'une forme de christianisme qui avait été considérée comme hérétique. Et donc, Clovis a manifestement eu le soutien de la hiérarchie catholique, des évêques, notamment de ce qu'on appelait l'Aquitaine, qui allait jusqu'au Poitou, hein, qui était On peut dire que l'époque mérovingienne est particulièrement bien représentée dans ce Poitou, d'une façon générale. Je pense évidemment à la nécropole de Civaux, entre autres, hein, et qu'elle est très présente à Poitiers, grâce notamment à cet édifice, à ce lieu tout à fait mystérieux et passionnant, qui est l'hypogée des dunes. Oui. Vous nous en disiez un mot de ça? L'hypogée des dunes. Alors un hypogée, c'est un tombeau semi-enterré qui a été découvert au XIXe siècle par le père de la Croix, qui est un site absolument extraordinaire, qui n'a pas d'équivalent, qui est un petit mausolée qui avait été repris par un abbé qui a mis des inscriptions, un abbé dit Melbaude, et dedans il y a profusion de sculptures, d'inscriptions, de peintures, le tout étant dans un contexte funéraire à l'extérieur de la ville. Est-ce qu'on peut le visiter, cet hypogée des dunes, en ce moment? Parce que la dernière fois que j'ai voulu y aller, moi, c'était fermé. C'est fermé pour des raisons de conservation, mais c'est accessible quand même sur demande, en particulier pour les chercheurs qui continuent à travailler sur ce site. Je dis ça pour Monsieur Cornu, il va falloir faire comme à Lascaux, une sorte d'hypogée bis pour qu'on puisse le visiter sans mettre en danger les ornements du lieu, parce que c'est vraiment une des grandes curiosités. Alors, il y a évidemment aussi le baptistère Saint-Jean, hein, plus vieux baptistère des Gaules, hein, quand même. Oui. Alors, dans sa forme actuelle, c'est un baptistère donc de construction mérovingienne qui a été repris après, qui a des peintures romanes à l'intérieur. C'est un des rares qui est conservé en élévation en France, puisque d'autres, comme Aix-en-Provence par exemple, ont été intégrés comme chapelle dans la cathédrale, et la plupart d'entre eux ont été complètement détruits. Donc on les connaît archéologiquement, mais pas du tout en élévation. Alors on parle d'église et de saints, mais j'ai envie de dire et pour cause, puisque de toute façon on est à Poitiers. Jean-Marie Augustin, la sainte locale, c'est Sainte Radegonde. On est encore chez les Mérovingiens, là. Oui, toujours. C'était donc l'épouse de Clotaire, et elle était princesse de Thuringe. Elle avait fait partie. C'était une Allemande en quelque sorte. Hein. Oui. Et elle a fait partie du butin de guerre. Et Clotaire l'a épousée, mais Radegonde voulait se vouer à une vie de piété et de sainteté. Donc, elle a obtenu l'autorisation du roi de venir en Poitou, enfin, ce qui n'est pas encore vraiment le Poitou, mais de venir d'abord à Seix, puis de venir à Poitiers, où elle a fondé une grande abbaye qui s'est d'abord appelée Notre-Dame et qui est devenue l'abbaye de Sainte-Croix. Si vous voulez, cette abbaye et cette Sainte Radegonde, nous y revenons dans un instant. Nous sommes donc en direct et en public depuis Poitiers. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un extrait de Silhouette d'enfant sur Europe 1, composé par Louis Vierne, qui est né à Poitiers, où nous attend Franck Ferrand pour une émission spéciale, toujours en direct et en public. Et oui, Louis Vierne fait partie des gloires locales, comme Sainte Radegonde dont nous parlions. Alors vous me disiez juste avant que ne commence l'émission, Jean-Marie Augustin, qu'on se pose quand même quelques questions sur cette sainte. On se pose tout simplement des questions, mais effectivement, elle s'est convertie, enfin, du moins, elle était tellement pieuse qu'elle a voulu abandonner la cour et elle est venue ici. Et l'abbaye s'appelle Sainte-Croix parce qu'elle a obtenu de l'empereur byzantin, Justin II, une relique, un morceau de la vraie croix. Morceau de la vraie croix.
et qui est toujours conservé aujourd'hui dans un monastère, dans le monastère de Sainte-Croix, qui se trouve à quelques kilomètres de Poitiers. Et je crois qu'il a été authentifié et au moins cela remonte à l'époque de Sainte-Radegonde. Alors, évidemment, il y aurait énormément à dire. À chaque fois qu'on parle de ces périodes très reculées, et notamment de ces mérovingiens, j'insiste et je précise à nos auditeurs qu'évidemment, on est souvent dans la chronique, hein, donc on ne sait pas exactement ce qu'il en a été des choses. Et nous avions consacré il y a quelques semaines, on peut même dire quelques mois maintenant, à la célèbre bataille de Poitiers en 732, disons, et nous avions vu à quel point cette bataille est en partie mythique. C'est en tout cas la thèse de Nasser Boutamina qui affirme qu'elle n'a même, lui, dit qu'elle n'a carrément pas eu lieu du tout. Il va peut-être un peu loin. Mais en tout cas, on avait, avec un certain nombre de vos confrères, nous avions vu ce qu'il fallait en penser. Passons sur ces épisodes parce qu'il y a vraiment un personnage sur lequel j'aimerais que nous nous attardions. Et puisque nous sommes ici, au cœur de Poitiers, dans ce palais même de Poitiers, il faut parler d'Aliénor d'Aquitaine. Ça, on peut dire qu'elle joue un rôle tout à fait majeur. Elle est la reine de Poitiers, si je puis dire, Cécile Tréfort. Oui, alors effectivement, Aliénor, c'est un grand personnage. Alors là, on a fait un saut dans le temps. On est au XIIe siècle. Très grand saut dans le temps, avec des comtes de Poitiers. Alors, elle est comtesse, mais avec des comtes de Poitiers, dont l'origine remonte au temps carolingien. Une dynastie qui, à partir du Xe siècle, est aussi duc d'Aquitaine, donc qui ont les deux titres. Et donc, Aliénor est la petite fille de Guillaume le Troubadour, qui est aussi un grand personnage, évidemment, premier poète occitan dont on a gardé les textes. Et c'est elle qui va créer les fameuses cours d'amour d'ailleurs, hein, c'est-à-dire cette espèce de concours de troubadours en quelque sorte. Oui, alors les cours d'amour, on se demande encore si c'est une fiction littéraire ou une réalité. Ce qu'il y a de vrai, c'est que dès le XIIe siècle, on parle de ces cours d'amour qui sont attribués en particulier à Aliénor, mais aussi à sa fille Marie de Champagne, et qui, sur le modèle des cours de justice, sont des jugements avec la loi de l'amour. Donc cet amour courtois et qui montre justement l'importance de ce thème à ce moment-là. Je suis en train de me dire, et j'en profite pour passer le message à la direction d'Europe 1 qui nous écoute à Paris, qu'on va consacrer en fait une semaine spéciale à Poitiers, si vous êtes d'accord, parce que nous avons, je vois beaucoup d'assentiments dans le public, parce qu'il y aurait tellement à dire. Il faudrait parler bien sûr de la célèbre bataille de 1356, hein, père gardez-vous à droite, père gardez-vous à gauche, hein, Jean le Bon qui va être fait prisonnier par le prince noir. Il faudrait parler, enfin il faudrait avancer. Un épisode important tout de même, c'est cette espèce d'examen devant les docteurs de la foi que va venir passer Jeanne d'Arc ici. On sait que quand Jeanne d'Arc a été présentée au dauphin et, disons-le, à sa belle-mère Yolande d'Aragon, on l'a envoyée répondre aux questions des théologiens de la faculté de Paris. Or, les théologiens en question, ils se trouvaient ici, à Poitiers. Jean-Marie Augustin. Oui, parce que Poitiers, avec Bourges, est devenu, sont les deux villes capitales du roi Charles VII. Hein, voilà, mais bien sûr. Il a donc, du reste, installé son parlement ici. Il a fondé aussi l'université de Poitiers. Et effectivement, Jeanne d'Arc va être examinée à l'hôtel de la Rose, c'est pas loin d'ici, c'est rue Serval-Sainte-Marthe, examinée pour savoir d'abord si les voix qu'elle avait entendues étaient des voix célestes. Et également aussi, elle a été examinée par des matrones pour savoir si elle était vraiment pucelle, car un peu les deux choses sont liées. Et alors l'examen de virginité, il a lieu à Tours, et l'examen de conscience, il a lieu ici à Poitiers. Oui, il a lieu en fait, hein. Ici, l'examen de conscience. Alors quand on se promène du côté de la rue Jean Jaurès à Poitiers, on voit encore d'ailleurs l'endroit où a eu lieu, enfin l'emplacement de. C'est à côté, c'est pas loin. C'est pas loin. L'hôtel de la Rose se trouvait rue Sainte-Marthe. Hein. C'est ça, voilà, oui. Ou à côté de la rue de la cathédrale. Rue de la cathédrale. Oui, mais on est dans le même Heureusement secteur. que le père Bourrier est là. Mon père, Je veille. On est dans le même secteur. Là aussi, ce sont des théologiens, c'est le chancelier, ce sont des gens qui sont ici à Poitiers pour les raisons qui sont liées au traité de Troyes. Qui a fait que le fameux honteux traité de Troyes de 1420. Hein. Voilà, oui, que le roi d'Angleterre est devenu le roi de France et Paris tient pour le roi d'Angleterre alors que Poitiers et Bourges tiennent pour le roi Charles VII. Alors vous êtes bien placés l'un et l'autre pour savoir que ce qui compte beaucoup à Poitiers vers cette époque, c'est son université, une des plus vieilles universités de France, disons-le, Cécile Tréfort. Hein. Oui, effectivement, l'université a été créée justement alors que le Parlement et Charles VII étaient à Poitiers.
Poitiers. Et donc en 1431-32, d'abord le pape Eugène IV, puis le roi ont autorisé la fondation d'une université complète. Université où l'on verra passer des figures aussi célèbres que Rabelais, que Ronsard, que Descartes plus tard. Oui, depuis en fait le XVe siècle et la constitution de l'université qui est soutenue très très fortement par le corps de ville. Ensuite, on a un rayonnement intellectuel avec d'ailleurs les premiers livres imprimés qui sont dès le XVe siècle, fin du XVe siècle, et une grande notoriété de cette université. Grand prestige de l'université, oui. C'est d'ailleurs, si on te fait la liste de toutes les célébrités qui ont étudié ici, c'est tout à fait phénoménal. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on peut dire qu'à partir soyons gentils, à partir du milieu du XVIe siècle, c'en est un peu fini des grandes heures de Poitiers quand même. La ville va gentiment décliner, s'installer dans un parlementarisme et un juridisme assez important, mais on peut dire que jusqu'à la Révolution, il ne se passe pas grand-chose et qu'après, il ne se passe carrément plus rien. C'est seulement au XIXe que ça va redémarrer, en fait. Hein. Oui, Poitiers, c'est l'université et c'est le palais aussi. Hein. C'est ce même monde. Et du reste, il y a une connexion entre notamment la faculté de droit et le palais de justice. Mais il est certain que, comme toutes les universités, à partir de la fin, disons, XVIIe siècle, elles sont toutes en déclin. Et il faut attendre la renaissance de l'université impériale. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le chemin de fer qui va désenclaver Poitiers en quelque sorte, qui va jouer un rôle très important, ne serait-ce que dans la structure même de la ville, parce que quand on monte ce qu'on appelle les coloniaux maintenant, mais quand on monte cette espèce de grand boulevard, ça a été créé au XIXe siècle seulement pour permettre d'accéder depuis la gare jusqu'au plateau. Avant, quand on arrivait à Poitiers, soit on passait complètement à l'ouest, je parlais tout à l'heure de la rue de la Tranchée, le bas du parc de Blossac, soit on passait par là, et c'est d'ailleurs l'entrée en pente douce dans la ville. Sinon, tout le reste, c'était des escaliers et des murailles, quand même. Oui, puis il y avait aussi la porte de Paris. Aussi. Et la porte de Paris, bien sûr, oui. Donc, et le chemin de fer a été inauguré sous la Deuxième République par le prince Louis-Napoléon, et déjà... Qui allait devenir Napoléon III. Oui, et déjà, les Poitevins criaient « Vive l'empereur ». Ah oui. Ah mais les Poitevins, ils ont créé bien des choses dans leur histoire. Alors, pour peu qu'ils crient aujourd'hui « Vive Europe 1 », tout va bien, vous savez. Alors, nous avons évidemment parcouru cette histoire poitevine avec des bottes de 7 lieues. J'aimerais, si vous le permettez maintenant, m'appesantir un moment sur de l'histoire beaucoup plus contemporaine et qui va sans doute rappeler à certains de nos auditeurs et des spectateurs qui sont dans cette salle des souvenirs ou des souvenirs familiaux en tout cas, puisque nous allons parler des bombardements de Poitiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck qui nous relate maintenant sur Europe 1 les bombardements de Poitiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Et oui, vous voyez qu'on a fait encore un saut dans le temps. Alors ça, c'est un bruit qui courait lorsque j'étais enfant. J'ai souvent entendu raconter ça. On disait que Poitiers, pendant la guerre, aurait été bombardé par les Italiens. Le bombardement en question, c'est celui des 19 et 21 juin 1940. Donc, on est à la toute fin de la campagne de France, à la veille de l'armistice. Et je me rappelle un jour que je m'étais installé enfant sur un banc du parc de Blossac pour donner... Blossac, c'était le nom d'un intendant de Louis XVI, d'ailleurs, qui a légué son parc à la ville. Bon, je ferme cette parenthèse. Et j'étais en train de donner des miettes aux oiseaux, simplement, et j'ai surpris la conversation de deux vieilles dames qui parlaient de l'abri de la rue de la Tranchée. Mais si, le grand abri, disaient-elles, sous la boucherie où s'abritait tout le quartier. Et j'ai compris qu'on parlait de la cave de la maison de mes parents, en fait, et que cette cave avait servi pendant la guerre d'abri. Ces bombardements de 1940, ils ont tué surtout des soldats et des réfugiés en plein exode, surtout du côté du boulevard Pontachard, près de la gare. Ils ont fait tout de même 131 victimes, mais les dégâts matériels ont été relativement modérés, exception faite de la gare elle-même, évidemment, durement touchée, et qui devait faire l'objet d'un second bombardement 2 jours après, le 21 juin donc. Alors, est-ce que c'est bien l'aviation italienne qui a fait le coup ? Je vais tout à l'heure poser la question à notre historien. Mais avant cela, j'aimerais évoquer la seconde vague de bombardements sur Poitiers, alors là infiniment plus destructrice, celle du 12 juin 1944. Et là, aucun doute sur l'appartenance des bombardiers et chasseurs-bombardiers Mosquito. Ils appartenaient à la RAF, à la Royal Air Force, et ils intervenaient dans le cadre des opérations qui accompagnaient le débarquement de Normandie, avec pour premier objectif de couper le plus possible l'acheminement des renforts vers le nord-ouest et le repli des troupes allemandes vers Paris puis l'Allemagne.
L'alerte est donnée par les lugubres sirènes dans la nuit du 12 au 13 juin et à 1h30 du matin, eh bien, c'est le début de l'apocalypse. J'ai sous les yeux le bel album que vous avez consacré, Jean-Marie Augustin, avec Gérard Sima à cet événement, hein, cette chose. Et d'abord, j'aimerais vous lire le témoignage d'un habitant. Cet habitant en question, c'est le pasteur Rivière. À 1h du matin, dit-il, un ronflement emplit le ciel, des éclaireurs passèrent très bas, tranquille, la DCA étant insignifiante à Poitiers. L'instant d'après, les premiers spots lumineux étaient lâchés, délimitant la gare. Ce n'était plus du tout la même formule qu'en 1940. On y allait massivement et brièvement. Bien sûr, le temps nous parut long avec ces vagues incessantes de bombardiers, 116 en tout, chargés, ces bombardiers qui passaient lourdement sur nos têtes, ayant choisi d'arriver du sud-est. Mais nous avons appris plus tard que tout s'était accompli en 28 minutes. Le spectacle devint vite fantastique. Toute la vieille colline de Poitiers, chargée d'histoire avec la dentelle de ses clochers et de ses tours médiévales, se silhouetta en noir d'encre sur le gigantesque incendie qui était devenu la vallée de la gare. Le vent soufflait de l'ouest et nous apportait en direct le fracas insoutenable des explosions et des effondrements. Je dis de suite que pendant les heures suivantes, s'il y eut encore maintes bombes à retardement pour nous secouer, le bruit le plus hallucinant fut le sifflement ininterrompu dans les notes hautes et qui provenait de locomotives sous pression dont toutes les tubulures avaient été éventrées. Dans notre plaine, où maintenant des milliers de réfugiés se croisaient en tous sens, sur les chemins où par groupe on entamait des conversations, on éprouvait à la fois cet animal et épouvantable égoïsme de se sentir épargné alors que d'autres agonisaient sous cet enfer, et la quasi-certitude que toute la ville était atteinte, allait brûler, qu'on allait soi-même certainement tout perdre. Pas une minute je ne supposais que j'allais retrouver ma maison, et j'ai vu alors que dans ces moments-là, pourvu qu'on ait la vie sauve, tout le reste n'est rien. Ces bombardements, ils vont causer énormément de dégâts. On estime au total que 1800 bombes sont tombées sur la ville, cette nuit-là. 500 tonnes d'explosifs. Le nombre des immeubles détruits est important. 480 maisons entièrement rasées, immeubles entièrement rasés, et 2270 maisons qui ont subi des dommages importants, notamment boulevard Solferino et du Grand Serre, avenue de Nantes, enfin, etc. Tous ces quartiers ont été dévastés. Et aujourd'hui encore, quand on s'y promène dans ces quartiers, Bernard Cornu, on se rend compte qu'ils ont été évidemment reconstruits après-guerre, avec cette architecture si particulière de l'après-guerre. Alors on le voit tout à fait, effectivement, au style architectural que nous avons inventorié d'ailleurs, puisque on est dans le secteur sauvegardé de Poitiers, et à l'occasion de ce secteur sauvegardé, on a identifié, rédigé des fiches sur plus de 4000 bâtiments de Poitiers, et dans ces 4000, un certain nombre de fiches sont consacrées à ces immeubles reconstruits après la guerre, avec leur style particulier, avec la structure urbaine aussi induite qui n'était pas tout à fait celle d'avant et qui donne à ce quartier, mais qui finalement est assez circonscrit. Les bombardements, c'est autour des gares. Ce qui est remarquable, si je puis dire, c'est que les fameux bombardements ont été le fait des Anglais et que contrairement aux Américains, les Anglais avaient quand même la bonne idée et le courage de bombarder très bas, c'est-à-dire qu'ils visaient des cibles précises et qu'à l'intérieur de Poitiers, ils ne se sont pas trompés. Ils ont visé les endroits occupés par les Allemands. Exactement, oui, c'est vraiment ciblé sur la vallée de la Boivre, donc sur la gare et le chemin de fer. Et malheureusement, il y a eu quelques dégâts collatéraux. L'hôtel du Palais, ça tombait pas mal puisque c'était le siège de la commandanture. C'était fait exprès, on peut dire. Non, je crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et malheureusement aussi, vous évoquiez aussi le temple protestant. Et oui. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est que la Gestapo était juste à côté. Mais l'immeuble n'a pas été touché. Alors est-ce que ce sont bien les Italiens qui... Je ne parle pas du même bombardement là. En 1940, est-ce que ce sont eux qui sont venus bombarder? Je me rappelle d'un grand professeur d'histoire que je ne veux pas nommer parce que je ne veux pas le mettre en difficulté maintenant, mais qui m'avait dit un jour où je faisais des recherches là-dessus, il m'avait dit, vous savez, finalement, les Italiens en tout et pour tout pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'auront jamais bombardé que Poitiers, m'avait-il dit. Alors, moi j'ai eu aussi dans mon enfance la même version, que c'était les Italiens. Mais il n'y a absolument aucune certitude. Oui, on peut. C'est pour ça que
dans l'ouvrage que j'ai fait avec Gérard Simat, je ne l'ai pas mentionné. Alors cet ouvrage avec Gérard Simat, il s'appelle Poitiers occupé, Poitiers bombardé, et c'est édité chez Geste Éditions. Dans un instant, nous revenons pour parler d'un des grands faits divers qui a défrayé la chronique au tout début du XXe siècle, l'affaire de la séquestrée de Poitiers. Et ponts et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée. Un extrait sur Europe 1 de La Complainte de Gilles, extrait de la BO des Visiteurs du Soir, un film de Marcel Carnet, avec entre autres Jules Berry qui est né à Poitiers, Franck. Eh oui, Jules Berry, encore un Poitevin finalement, on n'en finit pas. Il y en a eu des personnalités qui sont nées ou qui ont vécu dans cette ville. Jules Berry étant quand même ce grand comédien qui a quand même été un des plus flamboyants, disons-le. Alors, c'est vous, Jean-Marie Augustin, qui avez raconté, qui avez écrit, bien après André Gide, évidemment, l'histoire de la séquestrée de Poitiers. En quelques mots, de quoi s'agit-il? Fait divers assez sordide. Bon, On est en 1902, hein, c'est ça? 1901. 1901, ben décidément. 1901. Il ne faut vraiment pas que je joue au loto aujourd'hui. En mai 1901, donc, le procureur de la République est averti que dans une maison de la rue de la Visitation, c'est la rue Arthur Ranc, il y aurait une jeune femme réduite à l'état de squelette, vivant au milieu d'immondices et qui serait séquestrée. Évidemment, le commissaire de police va faire une perquisition et on découvre effectivement cette femme au milieu de débris de nourriture, d'excréments qui étaient vraiment laissés à l'abandon. Cela fait un énorme scandale parce que le père avait été doyen de la faculté des lettres et le frère avait été sous-préfet. On est dans la bonne bourgeoisie bien installée. On est dans la bonne bourgeoisie. Et par conséquent, il y a un moment d'écœurement de la part de la presse et la mère, qui est responsable finalement de la situation où se trouve sa fille, va mourir pendant le procès et c'est son frère qui est accusé de complicité, non pas de séquestration, parce qu'en définitive, elle n'était pas séquestrée. Malgré les volets cadenassés, elle était... C'est-à-dire qu'en fait, les volets étaient fermés, mais pas la porte, si je comprends bien. Non, la porte et les volets étaient fermés parce que elle avait Blanche. Elle était un peu exhibe, disons-le. Elle était carrément exhibe. Elle se voilait le visage. En revanche, la partie au-dessous de la ceinture, elle la montrait de façon assez exhibitionniste. Ce qui fait qu'il y a des étudiants qui venaient s'installer dans le café d'en face. Hein, voilà, donc il y avait un café en face. Je rappelle que le père était doyen, donc les étudiants allaient faire des monômes sous les fenêtres en essayant d'apercevoir la fille. Donc ça faisait mauvais genre, et c'est pour ça que les fenêtres avaient été cadenassées. En réalité, elle était recluse. C'est elle qui s'est confinée dans sa chambre au fur et à mesure. Je pense qu'elle était anorexique et finalement cela a débouché sur une aliénation mentale. Et au moment de l'affaire, au moment de la découverte de l'affaire, le frère va accuser de complicité. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le père est mort à ce moment-là, et elle entretenait avec son père une relation extrêmement forte, voilà. Alors qu'au contraire, elle était en mauvaise relation avec sa mère. Il y a un conflit avec la mère. On disait à l'époque, enfin à Poitiers, on disait qu'elle aimait les drôlières, c'est-à-dire qu'elle était plutôt portée sur les filles, en fait. Oui, elle aimait les jeunes paysannes à la campagne. Il y a pas mal de témoignages. Et donc, elle avait une horreur des hommes. Et donc sa mère et son frère vont avoir tendance, après la mort du père, à l'oublier un peu. C'est ça l'histoire, en fait. Pas exactement. Le frère ne l'oublie pas. Mais c'est surtout, on va s'en remettre à des bonnes. Alors, il y a eu effectivement une bonne qui s'en est bien occupée, la veuve Fazy. Et quand elle est morte, cette fois, la mère a recruté des domestiques un petit peu comme elle le pouvait, et ces domestiques ont finalement abandonné cette pauvre fille dans la situation où on l'a trouvée. Mais vous êtes moins sévère, vous, avec la famille, que ne l'a été André Gide, qui a fait de cette affaire une sorte de réquisitoire contre la bourgeoisie. Évidemment, il a réglé ses comptes, lui, au passage. Oui. Je ne sais pas, mais je pense que André Gide est d'abord un romancier, et par conséquent, donc, il a effectivement voulu régler ses comptes. Or, cette famille n'est pas représentative de la bourgeoisie poitevine, quoi qu'on ait pu dire. Ils vivaient eux-mêmes chez eux. Ils avaient une tendance, presque un attrait pour la saleté, le frère même pour la coprophilie. Enfin, vous voyez, c'est une
c'est une famille très très particulière. Oui, pas du tout représentative, on va dire. Voilà, pas du tout représentative. Et ce qui est un paradoxe, c'est que cette séquestrée de Poitiers est restée une figure nationalement connue. C'est toujours comme ça, la vie. Alors, il nous reste relativement peu de temps, malheureusement, et j'aimerais qu'on revienne un instant sur cet endroit absolument sublime où nous sommes. Hein. Pour ceux qui prendraient l'émission en cours, nous sommes dans la salle des pas perdus du Palais de Justice de Poitiers, qui était l'ancienne salle de fêtes et de banquets des comtes de Poitiers et du duc de Berry, puisque c'est pour lui qu'a été établi cet extraordinaire décor flamboyant qui est là juste au-dessus de nos têtes. Il semblerait que le Palais de Justice s'en aille bientôt, Bernard Cornu. Le Palais de Justice va déménager, va s'installer dans l'ancien lycée des Feuillants. La procédure est bien engagée et donc cette salle dans laquelle nous sommes va pouvoir être rendue au public pour des choses qui ne sont pas encore tout à fait déterminées, mais qui permettront à chacun de bénéficier, de profiter de cette salle et bien évidemment de la préserver. Mais j'imagine qu'au Centre d'études médiévales, on doit avoir des idées sur ce qu'on pourrait faire d'un lieu médiéval aussi extraordinaire, on peut même dire aussi unique en l'occurrence. Ah, oui, c'est un lieu unique. On n'a pas d'idée forcément d'aménagement, mais en tout cas, on est très attentif puisque c'est un lieu qui mérite encore beaucoup d'études et on a plusieurs spécialistes qui sont à disposition pour travailler sur ce bâtiment. Tout à fait extraordinaire, effectivement. Il ne faut pas oublier que c'est un lieu qui a constamment habité des institutions de justice. C'était le Parlement autrefois. Hein. Oui. Enfin, c'était le Parlement au temps de Charles VII. Hein. Sous Charles VII seulement. Uniquement sous Charles VII. D'accord. Et des retours de parlementaires dans ce qu'on appelait les grands jours. D'accord. Depuis 1454 jusqu'à 1634. Donc, mais c'est aussi un lieu de justice presque depuis les Mérovingiens. Je ne sais pas si y a une idée que la tour Maubergeon, il y a deux hypothèses de Maubergeonne, mais ça pourrait être aussi le Malberg, c'est-à-dire le tribunal du peuple tel qu'il existait à l'époque des Francs. On est sur le point le plus élevé de Poitiers, le Berg donc, et le Malous qui était le tribunal à l'époque franque. Jean-Marie Augustin, je cite votre ouvrage « L'histoire du Poitou-Charentes, des provinces à la région ». Alors là, on n'est plus sur l'histoire de Poitiers même, mais c'est toute l'histoire notamment institutionnelle. C'est passionnant, c'est un très gros livre, également chez Geste Éditions, un ouvrage pour revivre toute cette histoire provinciale très forte. Hein. Cette région Poitou-Charentes a connu tellement de choses. On est sur un seuil finalement. Voilà, c'est ça finalement. Nous sommes sur un seuil où, en grande partie, l'histoire s'est faite. Vous avez évoqué les trois grandes batailles, mais effectivement, et puis il y a aussi, puisque vous évoquez le Poitou-Charentes, il y a aussi la façade maritime qui a beaucoup d'importance. Il y a les relations avec l'Espagne, le nord de l'Europe et les Antilles aussi. Oui. Alors, pour visiter Poitiers d'une autre façon, c'est un moyen assez ludique de le faire. Vous pouvez mener l'enquête à travers Poitiers grâce à une société qui s'appelle Tam Tam. Il faut aller à la maison du tourisme et vous avez des espèces de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça ? Ce sont des chasses au trésor, en quelque sorte, avec toutes sortes de questions et d'énigmes à résoudre sur Poitiers et sur ces monuments. Parce que ces monuments de Poitiers, évidemment, je ne vous les ai pas tous cités. Il y en a un dont on n'a même pas parlé, c'est la magnifique cathédrale Saint-Pierre, dans son gothique plantagenet, qui est encore d'ailleurs, on est juste à la sortie du roman, avec cette verrière magnifique qui représente Saint-Pierre, avec des verres qui sont uniques en France. Rien que ça mériterait le voyage, mais il y a tellement encore d'autres choses. Et puis visiter la ville elle-même, parce qu'il n'y a pas que des églises et des baptistères à Poitiers. Il y a une ville, il y a des commerçants, il y a toutes sortes de monuments, de beaux immeubles. Tout ça donne, j'espère, envie d'y venir. C'est ce que nous dit Aline, qui nous écoutait dans sa voiture et qui dit: si j'avais su, j'aurais fait demi-tour et je serais venu vous voir. Il n'est peut-être pas trop tard, Aline. En tout cas, nous, il est grand temps que nous rendions l'antenne. Et c'est à vous, Julia, et c'est à vous, la rue François 1er. Merci, Franck. 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 Merci, Franck.